Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, journal qui sera marqué par ces sujets. Énième tentative de déstabilisation de la transition. Le gouvernement a donné quelques éléments sur une dynamique dont la mise en œuvre a été interrompue. Des militaires en fonction, militaires radiés, civils et activistes impliqués. Quel regard sur cette actualité? Ce sera l'un des sujets abordés dans un premier plateau que nous aurons dans ce JDS. Et puis recette minière. Le FMDL entendait Fonds minier de développement local et son impact sur les communautés. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques a livré les résultats d'une étude menée sur la question. Constat, interprétation et recommandations à voir avec le président, plutôt vice-président du centre qui sera l'invité économie de ce JDS. Et enfin sport, CAN bien évidemment. Poule D, l'Algérie-Burkina Faso, on c'était un 2-2 hier. Un match qui s'est déroulé au stade de Boaké, un match très technique et très tactique, décryptage tout à l'heure et projection justement sur la prochaine rencontre face à l'Angola. C'est donc l'essentiel pour ce qui est du déroulé de ce JDS, journal des dimanches au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, le gouvernement donnait l'information jeudi dernier que depuis le 13 janvier 2024, les services de sécurité étaient à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation au Burkina Faso. Dans ce réseau, des militaires en fonction, des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres. Une énième tentative de déstabilisation que la vigilance des services de renseignement et de sécurité, du fait de la promptitude, a pu donc interrompre. Il était question d'une tentative de déstabilisation déjouée le 26 septembre 2023, il faut le rappeler, par les services de renseignement et de sécurité. 4 officiers avaient justement été interpellés, certains autres étaient en fuite. Et en décembre 2022, donc un peu avant aussi, le parquet avait déjà dénoncé une tentative de déstabilisation du régime et annoncé aussi des arrestations de militaires. Pourquoi ces velléités répétées? Quelles conséquences, quel impact, comment en sortir? Nous avons des invités pour aborder ces questions avec nous sur ce plateau. Je m'en vais vous les présenter. D'abord, Adama Amadé Sigiré, il est écrivain, coordonnateur du RISA, entendez Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonsoir. Et bonsoir, M. Vaha. Merci d'être avec nous. Oui, c'est moi qui suis très content d'être sur le plateau. Nous sommes aussi avec Dr Olo Pepeyen, il est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir. Bonsoir, M. Vaha. Merci d'être avec nous. Merci également. Tout à l'heure, en introduction, donc, je rappelais déjà les de mémoire comme ça, ce qu'on avait comme on va dire, dynamique de déstabilisation sur lesquelles il y a eu des communications bien claires qui ont été établies. Je suis revenu sur le 4 décembre 2022, celui de septembre 2023. Aujourd'hui, on en a encore sur lesquels il y a des communications. On va pas faire le rappel de ceux sur lesquels on est resté aussi dans des débats sémantiques. C'est pas coup d'État, c'est ceci, c'est cela. En tout cas, on en a appris. Voilà. Est-ce que déjà pour celui sur lequel il y a eu une communication jeudi dernier, c'est un peu un genre de surprise pour vous, peut-être au regard de la dynamique dans laquelle la transition est? Ce sera la première question en tour de table. D'abord, Sigiré. Oui, merci beaucoup, M. Vaha. Par rapport à cette énième tentative de déstabilisation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, que vais-je dire? Personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que j'avais dit à de nombreuses personnes qu'un tel pouvoir va rencontrer d'énormes difficultés. Vous savez, c'est un pouvoir de rupture politique, économique et sociale avec un ordre ancien qui favorisait beaucoup de personnes. Cet ordre ancien-là, de par le passé, favorisait des hommes politiques, mais aussi des militaires. Donc, le pouvoir ayant entamé de rompre avec cet ordre ancien-là, il va de soi que ceux qui trouvaient leur compte dans cet ordre, que ce soit au niveau de l'armée ou bien que ce soit au niveau des civils, entament tout naturellement, je dis bien tout naturellement, des tentatives de déstabilisation. Donc, c'est cela qui explique les tentatives de déstabilisation qui sont passées. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je voudrais simplement dire qu'il faudrait que les autorités de la transition mesurent tout ce qui se passe dans sa triste réalité et qu'elles sachent qu'il se pourrait, je parle bien au conditionnel, il se pourrait qu'il y ait encore d'autres tentatives de déstabilisation. Comme je l'ai dit, un tel pouvoir
qui veut rompre avec un ordre néocolonial et impérialiste qui a été implanté depuis l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Moi, je savais que les choses allaient se passer de façon difficile et que les obstacles seront nombreux sur le terrain. Donc, il n'y a pas quelque chose de surprenant. C'est seulement affronter les choses dans leur triste réalité. Il y a beaucoup de Burkinabés qui ne veulent pas les changements, qui ne veulent pas la rupture, parce que les gens chantent la rupture, mais quand elle vient, quand elle s'impose, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires au changement. Effectivement, et de bons allois, parce qu'ils trouvaient leur compte dans le système passé. Donc, c'est tout cela qui explique ce que nous vivons comme tentative de déstabilisation qui implique et des militaires, et des civils, et des activistes. On viendra donc dans les détails sur cela. Docteur Lopépin, on a Sigilé qui dit que ce n'est pas une surprise, au regard de peut-être le chemin emprunté par la transition elle-même. C'est comme ça que vous lisez les choses? Oui, mais bien sûr, ce n'est pas une surprise. Et ça, au moins, c'est clair. Voilà, et cela s'explique d'abord par le choix politique opéré par cette transition. Donc, celle donc disons celui de faire une rupture avec un ordre ancien révolu que le peuple a bruyamment rejeté. Voilà, et l'orientation stratégique et anti-impérialiste et souverainiste que la transition donc a eu à faire comme choix politique, voilà, va nécessairement rencontrer donc des résistances, des oppositions, voilà, et donc des tentatives de subversion pour essayer de restaurer donc l'ancien ordre des choses. Donc il faut comprendre cela de cette façon. Et moi, quand j'analyse le problème, j'écoutais des analyses, des commentaires que je trouve parfois assez simplistes, mais il faut même remonter même depuis même l'avènement de MPSR et au niveau de MPSR 1 pour comprendre les contradictions internes qui étaient donc dans ce mouvement. Et on avait eu affaire à deux tendances. Il y avait cette tendance incarnée donc par l'ancien pouvoir, et qui était une sorte de tentative de restauration d'un ordre ancien que le peuple avait rejeté et qui s'est confirmé donc par la venue de Blaise Compaoré ici, et en violant donc toutes les procédures. Et il y a aussi cette tendance qui incarnait un peu une orientation que je dirais progressiste, une orientation anti-impérialiste de rupture avec l'ancien ordre de choses. De cette contradiction, l'aile progressiste a triomphé. Donc il va de soi que la résistance va s'opérer nécessairement. Et on se retrouve dans la même situation que celle qu'on a connue sous le CSP2, voilà, où il y avait deux tendances gauche-droite au sein de la direction politique même du CSP. Il y avait la droite qui était incarnée par l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, qui voulait restaurer l'ordre ancien en projetant donc organiser les élections présidentielles, les élections pour nous ramener l'ancienne classe politique au pouvoir. Et il y avait cette aile progressiste révolutionnaire qui était incarnée par Thomas Sankara et qui refusait le retour de l'ordre ancien et qui prenait aussi une rupture violente qui prenait donc une révolution au niveau donc du Burkina Faso. Et c'est cette aile qui a triomphé finalement. Et c'est l'aile révolutionnaire qui a triomphé. Et on a vu aussi toute l'adversité que ce régime a connue, parce que son orientation a été anti-impérialiste. Et on a vu toutes les manœuvres que ce régime a pu subir, jusqu'à même des infiltrations internes, et pour déboucher sur donc, la situation dramatique, tragique que nous avons connue le 15 octobre 1987, qui a été donc une restauration et un renforcement donc, de l'ordre néocolonial qui avait été balayé le 4 août 1983. Donc quand je prends du recul, on se retrouve dans cette même situation historique à l'heure où je suis en train de parler, où il y a deux tendances qui s'affrontent. Mais l'enjeu majeur ici, c'est un enjeu géopolitique, géostratégique. Et fondamentalement, il faut voir qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a le camp impérialiste et ici, il y a le camp du peuple sous le leadership donc, de la transition. Et si on ne prend pas en compte ces paramètres, on va toujours faire donc, des analyses et des commentaires simplistes. Voilà. Et il y a une contradiction principale. C'est celle qui oppose donc le peuple aujourd'hui et une partie du peuple, ou du moins une certaine partie du peuple mobilisée derrière la transition. Et il y a l'autre camp qui tente aussi, c'est-à-dire de restaurer l'ordre ancien, de récupérer le pouvoir pour contrôler aussi la destinée du pays conformément à ses intérêts. Donc c'est pour dire qu'il y a une catégorie d'acteurs qui ne trouvent pas les comptes dans ce nouveau ordre qui est en train donc d'être établi. Un ordre de rupture. Voilà. Et cette rupture entraîne nécessairement des résistances. Voilà. Et nous sommes donc dans cette contradiction et il faut comprendre cela. Voilà. Et il y a aussi des contradictions secondaires qu'on peut relever. Mais ces contradictions ne visent pas le changement du régime.
Mais ce sont des contradictions qui s'opèrent peut-être pour certains acteurs qui n'acceptent pas peut-être une certaine façon de gérer la transition. Voilà. Mais quand même qui font la contradiction, mais dont l'objectif n'est pas de faire la subversion, n'est pas de reconquérir le pouvoir d'État pour le gérer, pour lui donner une autre orientation. Voilà donc la contradiction dans laquelle nous nous trouvons, qui peut justifier ici cette tentative répétée de coup d'État et cette hantise de la déstabilisation dans laquelle nous sommes trouvés aujourd'hui. D'accord. Vous avez fait un genre de recul aussi dans l'histoire, vous avez parlé de cette période, oui. Révolution, CSP et tout. Vous êtes revenu un peu aussi dans la période un peu plus proche, vous avez parlé de Damiba en son temps avec ses volontés. Oui. Mais quand vous prenez le cas de Damiba, on va dire qu'on dira très clairement qu'au sein du MPSR, on ne s'est pas compris sur l'orientation à donner à un moment donné. Et c'est pour cela qu'on parle d'un MPSR 2. Sinon, on aurait dit le MPSR 2. On passerait à une autre forme de mouvement à la tête de notre État. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlerait de dissension interne? Parce que vous disiez aujourd'hui, il peut y avoir des contradictions primaires, tertiaires, ou on dira subsidiaires, on dira comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un genre de problème dans le noyau? Oui, c'est la contradiction interne. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que le prolongement de la contradiction qu'il y a eu au sein du MPSR. C'est ça qui se poursuit en prenant une autre forme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a une contradiction interne. Je réponds à ma question. Est-ce que quand on regarde, on pourrait avoir la lecture de contradictions encore internes au MPSR? Bon, là, c'est ça. C'est pour ça que je dis d'avoir déroulé, il y a ça un peu que je ne comprenais pas. Je préfère que vous précisiez votre argumentaire. Oui, jusqu'ici, je n'ai pas encore d'éléments qui me montrent qu'il y a des contradictions internes au MPSR 2 actuellement. Je n'ai pas d'éléments. Mais les informations que nous avons ici, à partir donc du discours officiel, parce que c'est un discours officiel, voilà, venant donc d'une partie, c'est-à-dire la partie gouvernementale, et quand on voit les acteurs en présence, voilà, on se rend compte qu'il s'agit de deux camps qui s'affrontent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et chacun ici a ses alliances, des alliances stratégiques. Et l'enjeu ici, c'est la prise du pouvoir, le contrôle du pouvoir d'État. Voilà. Et la contradiction est partie du MPSR 1, où il y a eu une tendance qui a triomphé sur l'autre tendance. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc il y a forcément de la résistance. Voilà. Parce que la lutte se poursuit, c'est-à-dire entre les anciens acteurs du MPSR et aujourd'hui, l'orientation qui a été prise aujourd'hui, qui est donc de rompre avec un certain ordre ancien, de rompre avec l'ordre néocolonial, mais il est compréhensible aujourd'hui que les forces extérieures qui nous entourent aussi s'organisent d'une manière ou d'une autre pour tenter donc de récupérer la situation à leur compte. Et je prends ici ce que même les autorités avaient dit, qu'il y a un complot international qui est aujourd'hui contre le Burkina Faso. C'est des détails sur lesquels on va revenir. Donc, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte la dimension interne et aussi externe. Voilà, pour comprendre que ce sont des forces en alliance, c'est-à-dire que qui aujourd'hui sont en train donc de s'affronter. Et aujourd'hui, les autorités ont une assise populaire, se sont adossées donc sur le peuple pour mener ce combat de rupture. Et de l'autre côté, on voit aussi, on comprend que ces acteurs aussi, qui, d'une manière ou d'une autre, ont été déclassés politiquement, vont aussi s'organiser avec d'autres forces pour tenter donc de récupérer la situation. Nous sommes dans une dialectique. Et il faut un dépassement de situation. Le dépassement de situation voudrait dire, comme certains disent non, qu'il faut dialoguer. Non, ici il ne s'agit pas de dialogue. Ce sont des contradictions inconciliables. On viendra sur la question de comment sortir. Lorsque des contradictions sont inconciliables, il faut nécessairement qu'un camp triomphe sur l'autre camp. On viendra sur tout cela. Et il y a beaucoup de faits comme ça dans l'histoire. Vous parliez de contradictions internes. Dans tous les cas, dans l'évocation de la composition de ce réseau-là, on a des indices. Et voilà ce qui est dit dans le communiqué. Des individus ont été contactés dans différentes casernes, donc on parle donc de militaires sur l'ensemble du pays, afin donc de porter une mutinerie. On parle d'organisation de la société civile acquise à leur cause, qui était appelée à prendre aussi un certain nombre de mesures, sûrement pour faire bouillonner les choses. Et on parle aussi d'activistes qui étaient aussi donc tous dans la manœuvre, avec évidemment des financements à leur endroit qui devraient être débloqués depuis les transferts depuis l'extérieur.
Quand vous écoutez ce schéma qui a été fait, on voit du militaire, comme il l'avait dit, on a parlé de militaires radiés, on parle de civils, d'organisations même de la société civile, on parle d'activistes. C'est les composants de ce qu'on a de façon générale. Donc ça veut dire que le verre est dans tous ces fruits-là, si on peut parler des fruits au pluriel. Oui, effectivement, M. Vara, c'est un ensemble de forces réactionnaires. C'est un ensemble de forces réactionnaires et ces forces-là travaillent ensemble. Je pense que le docteur a fait une très belle analyse sociopolitique de ce pays-là. Ce sont des contradictions entre les acteurs politiques, pour ne pas dire les acteurs du système qui nous envoient dans ce système-là. Et c'est vraiment regrettable. Pour ma part, je crois que quand le capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir, il a eu selon moi, je n'ai pas de détails, mais je donne mon analyse de la chose. Je crois qu'il y a beaucoup de militaires qui sont embarqués avec le capitaine Ibrahim Traoré, comme d'autres sont embarqués avec le capitaine Thomas Sankara en 1983, croyant que ça sera une opportunité pour eux aussi de briller, surtout d'avoir quelque chose. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré a une vision de développement endogène. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour s'accaparer du pouvoir, pour s'enrichir. Je crois qu'au sein de l'armée, il y a certains officiers qui ont soutenu le capitaine Ibrahim Traoré, espérant que ça sera pour eux une occasion, quand leur homme fort, comme il l'appelle, dans l'armée, va arriver au pouvoir, et aussi ils vont se greffer, ils seront à ses côtés, ils auront des postes de responsabilité et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Je trouve qu'après une année d'exercice du pouvoir, la déception même est en train on voit de la déception même au sein de certains du MPSR2. Ça veut dire qu'il y a certains militaires qui sont dessus parce qu'ils voient qu'ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs au sein du MPSR2. Eux, ils sont là peut-être pour s'enrichir. On voit le capitaine qui est un homme engagé, qui est un homme déterminé, qui est un homme qui veut faire de grandes choses et qui veut surtout, comme le docteur a dit, rompre avec l'ordre ancien, qui veut un développement endogène, qui veut imposer plutôt même une idéologie. Je pense que c'est cette façon de faire du capitaine qui crée des frustrations dans son propre camp. Qui crée des frustrations dans son propre camp et qui a effectivement poussé ces gens-là à sortir et à revendiquer à ce que l'ordre ancien revienne. Mais quand vous dites son propre camp, c'est qui? Oui, c'est l'armée de façon générale? Non, son propre camp. Son propre camp, c'est qui? Son propre camp, parce que quand vous voyez les dernières arrestations, pour ne pas dire les dernières accusations, il y a même des officiers qui travaillent au niveau de la présidence, qui ont été accusés, je ne vais pas citer des noms, mais vous savez qu'il y a un certain officier qui a été accusé, mais pratiquement qui gravitait même autour du pouvoir. Et il y a même des jeunes soldats qui gravitaient autour du pouvoir, qu'on accuse ou bien qu'on a pu exploiter pour d'autres choses. Quand un adjudant-chef qui est proche peut-être du pouvoir a été coopté pour une tentative de déstabilisation, je puis dire ici sur votre plateau qu'un adjudant-chef dans l'armée, c'est vrai que c'est un sous-officier, mais il n'est pas n'importe qui. Donc ce sont des frustrations qui amènent ces gens-là à se comporter ainsi. Et effectivement, il y a des similitudes avec ce qui s'est passé au temps du capitaine Thomas Sankara. Quand le capitaine Thomas Sankara aussi a pris le pouvoir avec son homme de confiance, Blaise Compaoré et d'autres personnes, le capitaine Thomas Sankara avait une vision révolutionnaire. Lui, il voulait le changement. Il se trouve que dans son propre camp, il y avait des gens qui n'avaient pas cette vision révolutionnaire-là. Et une année après, 2 années après, Blaise Compaoré et certains officiers se sont rendus compte que là où le capitaine Thomas Sankara veut aller, et ils ne voulaient pas aller là-bas. Et c'est ça qui a créé la frustration au sein du CNR, je pense que c'est ça. Et c'est ça qui a poussé ces militaires-là à vouloir faire des coups d'État. On se retrouve pratiquement dans le même système avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ici maintenant, ce que nous devons faire, c'est de travailler de telle sorte à ce que l'histoire ne se reproduise pas. Nous devons écrire une autre histoire, nous ne devons pas répéter l'histoire. C'est ça maintenant, c'est là où se trouve le défi. Et là, je partage encore l'avis du docteur quand il dit que ici, personnellement, je ne vois pas de réconciliation possible. Parce que ici, l'opposition est forte. C'est un groupe progressiste, le capitaine et ses hommes, supportés par les masses et par nous tous qui sommes ici, d'une manière ou d'une autre, nous voulons aller de l'avant. Il y a un autre groupe réactionnaire, constitué de différentes forces, des militaires, des hommes politiques, des activistes qui communiquent à leur compte et qui effectivement sont financés par l'impérialisme, même si les gens ne veulent pas qu'on dise, soutenus même d'une manière ou d'une autre par certains syndicats, là encore il faut le dire, et toutes ces forces-là travaillent pour un retour en arrière. Vraiment, c'est soutenu par certains syndicats, vous dites? Soutenu certainement par certains syndicats, ça ne manquera pas, voilà, et comme je dis, ces forces-là regroupent beaucoup de composantes. Il y a la composante militaire, il y a la composante homme politique, il y a la composante activiste, il y a la composante société civile, syndicat.
Voilà, toutes ces forces sont dedans et toutes ces forces ont une même vision. Et ces forces disent que là où le capitaine Ibrahim Traoré veut aller, ce n'est pas la bonne direction. Voilà, parce que elles ne trouvent pas leur compte dans cette direction-là. Voilà pourquoi c'est qui explique toutes ces tentatives de déstabilisation. Et je dis que ça ne sera pas la dernière tentative de déstabilisation. Il faut que les autorités de la transition ouvrent l'œil, comme on l'a dit. Il faut qu'elles prennent conscience et qu'elles sachent que la rupture se fait dans la douleur. La rupture se fait dans des difficultés, la rupture se fait face à des obstacles et que cette transition va encore affronter d'autres difficultés. Ce n'est pas la première tentative de déstabilisation, comme vous dites, c'est la énième tentative de déstabilisation. Il y aurait encore d'autres tentatives de déstabilisation parce que la direction prise par le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré ne plaît pas à beaucoup de Burkinabés. Et après avoir géré le pays de façon avec le néocolonialisme et l'impérialisme pendant plus de 30 ans, il va de soi que cette rupture-là crée des frustrations au sein de l'armée, au sein des hommes politiques, tout comme au sein des activistes qui avaient leur façon de faire et qui sous-traitaient, toutes ces composantes sous-traitaient d'une manière ou d'une autre pour trouver leur compte. Donc voilà ce qui explique toutes ces tentatives que nous vivons aujourd'hui. Et j'avoue personnellement que c'est regrettable pour nous parce qu'on ne devrait pas être à ce niveau-là. On devrait être dans cette vision progressiste. On devrait être aujourd'hui en train vraiment d'unir nos forces pour combattre les terroristes. Mais de mon analyse de cartésien, je puis dire que ces forces-là, comme Dr Oloye a dit, c'est ce qu'on appelle ici une vision hegelienne. C'est-à-dire qu'il faut qu'une force transcende sur l'autre force. Je ne vois pas de réconciliation possible. On se dit, bon, c'est le profane, hein, le citoyen lambda, le profane s'est dit, mais soit ces messieurs-là, ils aiment bien le risque, ou bien ils ont des espoirs démesurés, mais aller contacter des gens dans des camps et tout, c'est qu'on se dit qu'au minimum, il y a des gens qu'on trouvera qui sont acquis à notre cause, ou bien qui ont peut-être une façon de voir comme la nôtre. Oui, certainement, ce que je suis en train de dire. Les réactionnaires sont partout. Les réactionnaires sont partout. Ceux qui ne veulent pas le progressisme, ceux qui ne veulent pas un pouvoir endogène, un pouvoir souverainiste, sont partout. Et ils savent bien que même au niveau de l'armée, au niveau des militaires, on ne manque pas d'hommes et de femmes frustrés qui ne sont pas d'accord avec cette donne politique. Voilà pourquoi ils partent dans les camps pour essayer de comploter avec certains officiers ou bien avec certains sous-officiers. C'est comme ce que je dis. En fait, quand vous prenez le Burkina Faso, les mêmes vices, les mêmes défauts se retrouvent partout. Au niveau des civils, comme au niveau des militaires. Partout, quand vous partez, vous allez trouver des hommes et des femmes qui ne veulent pas une démarche souverainiste, qui ne veulent pas une démarche progressiste et qui se disent que si les choses vont continuer comme ça, c'est sûr que nous n'avons pas nos intérêts dans cette marche, dans cette donne politique-là. Alors, que faut-il faire? Il faut un retour en arrière. Malgré le contexte de crise, malgré le contexte de guerre dans lequel nous sommes, d'autres Burkinabés, certains Burkinabés sont convaincus qu'il faut faire de mille manières pour ramener le pouvoir en arrière sur l'ancienne voie, sur l'ancien ordre néocolonial, parce que c'est là-bas que se trouvent effectivement les intérêts de certaines élites. Sur cette partie, ce que je rappelais tout à l'heure, certains qui auraient donc tenté de prendre contact avec d'autres militaires dans des casernes, avec des organisations de la société civile qui elles aussi s'organisaient, des activistes et tout. On a entendu le président lui-même, pas seulement sur cette tentative-là, on se rappelle lorsqu'il était venu de Bobo Dioulasso, et que avant, je pense qu'il y avait eu certains de nos militaires qui étaient tombés aussi en nombre, et après il y a eu la manifestation de Bobo Dioulasso à laquelle le président était au stade. Il y avait beaucoup de critiques, les gens disaient beaucoup de choses. Quand il est revenu, il a fait une grande interview dans laquelle il disait que très bientôt des éléments vous les aurez, parce que certains avaient tenté de gérer par orchestration une déstabilisation de la transition. On a parlé de l'affaire du Moronaba par exemple et autres. Est-ce qu'on n'est pas dans un schéma maintenant qui est connu où on prend quelques militaires, on a des organisations de la société civile avec nous, on a des activistes qui font le travail. Ce n'est pas un schéma connu. Quand vous regardez dans notre histoire récente, ce sont ces mouvements-là qui ont permis à la fin du militaire, quand on prend Souro Kabouré, de venir ramasser la chose presque parce qu'il était désavoué sur les résultats. Et ça devient comme un genre de... Je vais dire comment on appelle ça. C'est comme un genre de process bien dessiné. Ça ne donne pas l'air dans ce Burkina-là. Oui, mais bien sûr, ici, c'est le choc des forces et des tendances. C'est ce que ça veut dire. Et vous convenez avec moi que tout changement, surtout en politique, entraîne toujours des résistances. Toujours des résistances. N'en parlons pas quand c'est une rupture avec un ordre ancien établi. Il y a toujours des résistances. Et là où il y a la révolution, il y a aussi la contre-révolution. Ce sont des lois
ce sont des lois du développement de la société. Voilà, donc il faut comprendre les lois de la contradiction de cette façon. Sinon, on va faire des analyses simples comme oui, lui là il a fait ça, oui, les militaires, oui, c'est juste. Mais au-delà de ça, il s'agit d'une situation dialectique dans laquelle nous sommes, où il y a une force qui a triomphé sur une autre force. Et l'autre force aussi résiste à sa manière pour... Donc c'est long d'échec d'une défaite qui ne s'assume pas. Donc oui, ça veut dire comment on en sort. Oui, mais bien sûr. Mais maintenant, il y a des alliances que les forces, créent dans leur affrontement. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on a la transition qui bénéficie d'une assise populaire. Voilà, et qui a pu rendre ce pouvoir populaire. Et aujourd'hui, il s'est dit qui marche, c'est-à-dire qu'avec le peuple, dans un élan de rupture, dans un élan donc souverainiste, voilà, et pour redéfinir un nouvel ordre politique ou social dans lequel une bonne majorité du peuple va se reconnaître. Mais il est normal qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas leur compte dans cet ordre. Dans ce nouveau jeu politique. C'est de ça qu'il s'agit. Justement, c'est un jeu d'intérêt. Justement, dans le communiqué, il est dit ceci, oui. Que les liens, jusqu'à présent, renvoient à un groupuscule de personnes qui considèrent qu'ils doivent jouer un rôle plus grand dans la prise de décision publique et politique. Mais bien sûr. Qui aujourd'hui, peut-être si... je ne veux pas dire écarté ou quoi que ce soit, qui aujourd'hui peut se sentir si réduit et pense qu'il doit beaucoup plus peser dans la décision publique et politique. Oui, mais qui ne trouve pas leur compte dans le système actuel. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, quand il parle de frustration. Mais ce groupuscule-là, quand on regarde, ça se poser des questions. Oui, mais c'est le jeu des intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le jeu des intérêts. Maintenant, la question que je me pose, si peut-être ce groupuscule ne trouve pas son compte, mais quelle démarche ce groupuscule a effectuée pour pouvoir intégrer donc les sphères de décision et pouvoir ici peser. C'est de ça qu'il s'agit. Ici aussi, ce n'est pas le débat de l'inclusion qui est posé. Oui, mais justement, c'est là que je dis, quelle est la démarche? Parce que tout pouvoir a besoin d'un soutien. Et je ne pense pas si il y a des gens qui veulent soutenir un pouvoir, le pouvoir va les rejeter. Maintenant, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui a été fait? Si c'est des gens... Et c'est pour ça, moi, je trouve que poser le problème de cette façon, tel que le communiqué du gouvernement, moi, ça ne me convient pas. L'enjeu, il est plus que ça. Je ne pense pas que ce soit simplement des gens, parce qu'ils sont exclus des sphères de décision, ou n'arrivent pas ici à peser sur les décisions publiques et autres qu'ils se comportent. Mais c'est à ce groupuscule-là que toutes les enquêtes ramènent. C'est ce que dit le communiqué. Pour vous, c'est pas ça seulement. Oui. C'est vrai que vous êtes dans la question des idéologies et tout. Oui, moi je ne parle pas ici des gens qui n'arrivent pas ici à participer aux prises de décision. C'est assez simpliste. C'est plus lourd que ça. L'enjeu ici, il est géopolitique, il est géostratégique. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut tenir compte du contexte international dans lequel ces contradictions politiques se font à l'interne. Donc ce n'est pas la participation forcément à la décision, même si on le leur permet. Non, nous sommes dans une dynamique du débat. Il faut qu'on change ceux qui sont qui gèrent aujourd'hui avec cette idéologie. Oui, mais bien sûr. Mais l'enjeu ici, c'est la conquête et la gestion du pouvoir d'État. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où ça devient, je dis, c'est la contradiction principale ici. Mais il y a des contradictions secondaires, mais qui ne visent pas ici le changement de l'ordre établi, ou du moins la prise et la gestion du pouvoir d'État. Mais ce sont des contradictions secondaires, peut-être où des acteurs ne sont pas satisfaits sur la manière de gérer la transition, mais pour autant ne remettent pas en cause donc la logique de fonctionnement donc, et la logique donc de gestion de ce pouvoir. Il faut comprendre les niveaux de contradiction. Mais à ce niveau, la contradiction, elle est fondamentale, c'est une contradiction principale. C'est une négation de l'existence du... Oui, mais bien sûr, ici, l'enjeu, c'est la conquête du pouvoir d'État pour, c'est-à-dire préserver ici des intérêts politiques, idéologiques, des intérêts géopolitiques et géostratégiques. C'est de ça qu'il s'agit. Si on ne prend pas encore ces données, on va passer l'État à dire non, il faut dialoguer, il faut... Non, ici, il n'y a pas de dialogue. C'est des forces irréconciliables. Donc la question d'inclusion ou quoi que ce soit, c'est même pas le débat. Non, ce n'est pas... Ce sont des forces, ce sont des intérêts... Ce sont des intérêts irréconciliables. Et dans ces cas de figure, l'histoire nous a montré beaucoup d'exemples. Donc, docteur Le Pépé, vous allez revenir sur vos exemples tout à l'heure. Parce que je sens Sigrid aussi qui a envie de réagir. Parce que sur cette partie de groupuscules auxquels ça ramène, qui ont envie de peser plus dans la décision publique comme politique. Oui. Vous la lisez comment? Merci beaucoup, M. Faha. J'ai beaucoup aimé l'analyse du docteur. Quand moi j'ai pris le communiqué du gouvernement et puis j'ai lu Zeri, pour être honnête. Et c'est comme si, docteur, moi je viens de faire une vidéo
ils ont dit pratiquement la même chose. Ce soir, j'étais obligé de faire une vidéo pour que les autorités de la tradition sachent que ce n'est pas une question de groupuscule. Ça dépasse cela. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. J'ai dit que j'ai l'impression que quand je regarde, d'un regard de cartésien, j'ai l'impression que les autorités de la transition ne mesurent pas toute la dangerosité de cette opposition. Quand on parle de groupuscule, ce n'est pas une question de groupuscule. Ici, nous sommes face à une opposition idéologique. La première des choses, il faudrait que les autorités de la transition d'abord s'assument sur leur vision idéologique. Ils ont opté pour une ligne idéologique. Les autres sont contre cette idéologie. Je vais prendre des exemples. C'est comme si vous demandez à des musulmans d'aller prier à l'église. Ou bien vous demandez à des chrétiens d'aller prier à la mosquée. Ça ne peut jamais marcher. Les musulmans ne prient pas à l'église, les chrétiens ne prient pas à la mosquée. Il faudrait que chacun s'assume. Là où le problème devient complexe, c'est que ceux qui s'opposent à la transition savent ce qu'ils veulent. Ils assument leur idéologie. Les autorités de la transition n'arrivent pas encore à mesurer toute la complexité de cette opposition. Et c'est ce que l'EI a dit. C'est ce que l'EI a dit. Ici, ce n'est pas une question de groupuscule. Ce sont des gens qui estiment que la ligne prise, la donne politique adoptée par la transition n'est pas la bonne donne politique. Moi, je discute avec certains d'eux par WhatsApp. On échange souvent à longueur de journée. Je leur ai dit qu'il ne saurait y avoir de réconciliation entre nous. Parce qu'on ne peut pas mettre des chrétiens et des musulmans ensemble pour qu'ils fassent une prière. Qui va célébrer la prière? L'imam ou le prêtre? Ou bien le pasteur? C'est pratiquement impossible. Et là où je ne comprends pas les autorités de la transition, c'est le fait qu'ils aient l'impression qu'elles n'arrivent pas encore à comprendre la complexité de ce duel-là. Ici, c'est tout un combat engagé entre deux camps idéologiques. L'autre camp estime que la direction prise n'est pas la bonne direction. Et il faut qu'elle se batte, et il faut qu'il se batte, ce camp-là se batte pour le retour à l'ordre ancien qui, selon ce camp, est l'ordre normal. C'est ça tout le combat. Ce n'est pas qu'une question de groupuscule. Maintenant, les tenants de chaque idéologie, les tenants de cette idéologie réactionnaire, recrutent maintenant des personnes qui, souvent, peut-être ne partagent pas leur idéologie, mais vont accepter à cause de l'argent. Quand vous prenez peut-être les activistes, il y a certains qui rentrent dans le jeu. Ils nous comprenneraient de l'opposition, mais eux, ils acceptent parce qu'on leur donne de l'argent. Et ce soir, dans ma communication, j'ai eu à dire que ce camp qui nous attaque a un grand avantage. Ils ont plus de moyens financiers que nous. Parce qu'il y a des bras impérialistes qui sont derrière ce camp-là. En matière de finances, nous n'avons pas leurs moyens. Il faudrait que nous fassions attention. Même au niveau des militaires, c'est pratiquement la même chose. Quand vous prenez peut-être un sergent-chef, un adjudant-chef, que ces gens-là partent pour recruter, souvent le militaire, le sous-officier, il ne comprend pas en réalité qu'est-ce qui se passe. Mais on peut l'embarquer, on peut le coopter parce que certainement on va proposer à ce monsieur-là quelque chose. Donc il faudrait vraiment mesurer ce combat dans toute sa complexité et savoir que ce n'est pas une question de groupuscule, non. C'est un combat entre deux camps idéologiques. Et je ne vois pas une réconciliation possible. Ce qui reste ici, c'est de s'assumer. Sinon, si on ne s'assume pas, et je ne le souhaite pas, qu'on répète l'histoire. Et notre combat ici, on doit se battre pour que l'histoire ne se répète pas. L'histoire ne se répète pas, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé entre Thomas Sankara à un certain moment et certains de ses frères d'armes qui étaient soutenus effectivement aussi par des militaires. Et c'est dit dans mon analyse de ce soir que les dangers du pays, en réalité, ce ne sont pas les militaires, ce sont les civils. Les militaires sont en connexion toujours avec des civils. Et ce sont les civils qui travaillent d'une manière ou d'une autre, à travers la planification, à affaiblir un pouvoir parce que ce pouvoir ne les avantage pas. Même quand vous prenez au temps de Thomas Sankara, quand Blaise Compaoré a fait son coup d'État, ce sont les mêmes civils qui étaient avec Thomas Sankara qui se sont retrouvés avec Blaise Compaoré pour travailler. Ça veut dire qu'avant même qu'on ne perpétue le coup d'État contre Thomas Sankara, on a travaillé psychologiquement sur ces civils. Ils ont été corrompus d'une manière ou d'une autre. Et on leur a fait comprendre que la révolution n'est pas la bonne voie. Il faut un retour à l'ordre démocratique. Nous, aujourd'hui, nous sommes des soutiens de la transition. L'effet psychologique que nous supportons, les tentatives de découragement que nous supportons, les messages que nous recevons sur nous disant à certaines personnes, les gens ne vont pas croire. Tout ce qu'on tente de nous faire comprendre, c'est que votre voie-là, elle est mauvaise. C'est comme les musulmans qui prêchent les chrétiens, et les chrétiens aussi qui a toujours tendance à prêcher les musulmans. C'est vrai que vous revenez toujours sur cet exemple-là, voilà. Mais il y a, on va dire, la bonne
cohabitation entre ces religions-là qui se fait de façon possible, entre des idées aussi qui ne sont pas forcément partagées, cela aussi est possible. Maintenant, le seul problème, c'est la question de la prise du pouvoir par des méthodes comme cela est en train d'être dénoncé ici. Ça, c'est autre chose. Je vais revenir vers vous, docteur Olo Pépéyen. Vous parliez de la question des possibilités, des implications extérieures. C'est vrai que dans le communiqué, lorsqu'on parle d'extérieur, c'est plutôt des financements venus de l'extérieur. Oui, mais jusqu'ici, moi, je m'appuie sur le discours officiel. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un autre son de cloche qui puisse nous permettre donc de comprendre mieux les choses. Mais si vous vous rappelez, le Premier ministre l'a dit il n'y a pas longtemps, la tentative de coup d'État avant celle-là, mais il a dit que c'est le gouvernement français, je pense, ça dit qu'il y avait, oui, si je me rappelle bien, et c'était à l'Assemblée où je pense que c'était le gouvernement français qui a tenté donc ce coup de force. Bon, ce sont des autorités, c'est les premières autorités, ils ont les informations, c'est eux qui dirigent le pays, ils savent ce qui se passe, et c'est eux qui font des déclarations, mais nous on prend acte. Voilà, et comme ce communiqué du gouvernement qui vient de sortir aussi, oui, il donne un certain nombre d'informations sur ce qui s'est passé. Mais là aussi, nous prenons acte. Jusqu'ici, c'est le discours officiel. Mais moi, je souhaiterais qu'en plus du communiqué du gouvernement, que le parquet militaire aussi puisse aussi faire un communiqué comme il en a l'habitude de le faire en de pareilles situations. Alors là, ça permettra à l'opinion peut-être d'avoir plus d'éléments et de comprendre encore mieux ce qui se passe. Voilà. D'accord. Mais oui, allez-y. Voilà. Et comme je l'ai dit, il a parlé du cas du CNR. Quand on prend le cas du 15 octobre 80, la tragédie du 15 octobre 87, c'était placé sous quel signe? L'approfondissement de la révolution, la rectification de la révolution. Mais alors que dans la réalité, c'était un processus politique de désankarisation. On assistait à ce discours ambivalent où, en même temps qu'on dit renforcer la révolution, ils étaient en train donc, c'est-à-dire de l'affaiblir, d'enterrer cette révolution. Mais après, on assistait à quoi? Mais c'est la restauration de l'ordre, la restauration et même le renforcement de l'ordre néocolonial que le CNR, c'est-à-dire avait mis fin, où le CNR avait pu faire une rupture le 4 août 1983. Mais il y a eu la restauration de l'ordre néocolonial, mais masqué sous le discours d'approfondissement de la révolution. Le résultat aujourd'hui... Maintenant, avec le recul aujourd'hui, qui est bénéficiaire de ce coup d'État du 15 octobre 1987? C'est l'impérialisme, ce n'est pas le peuple. Ce coup d'État a desservi le peuple, parce que ça a renforcé le camp impérialiste, ça a renforcé donc la restauration donc, de l'ordre néocolonial. Et même, pour preuve, il y a même des gens qui étaient dans ce camp politique et qui ont servi même après les rectificateurs, qui 30 ans après reviennent pour dire qu'ils sont des sankaristes. Ça au moins c'est... Bon, ça c'est notre débat. Oui, mais ça, justement... c'est le débat ici. Comme pour regretter ce qui s'est passé le 15 octobre 1987. Voilà. Vous tout à l'heure vous disiez quelque chose, je vous prends au mot, qu'il allait être intéressant d'avoir aussi le parquet qui se prononce. Ça permet souvent d'avoir plus de précision et puis éviter aussi beaucoup de supputation. Parce que dans la même période aussi, il y a eu beaucoup d'arrestations. Hein. Ça, tout le monde est quand même aussi au courant. Et quand on lit le communiqué, ils disent que, j'espère que je vais retrouver, il parlait d'une date, je pense que c'est bien le 13 janvier non, qui avait été donné. 14 janvier, je pense, dans le communiqué. Oui. Voilà, d'accord. Non, mais qui dit que depuis le 13 janvier, je pense que l'action a été en train d'être menée. Il y a eu des arrestations quand même, parce que le 14 janvier, dimanche, ça ne peut pas passer inaperçu parce que c'est quand même les chefs d'état-major général de la gendarmerie, les chefs d'état-major de la gendarmerie, et on a eu, de par la réaction de sa famille, d'autres informations, à savoir qu'il avait déjà été entendu, donc il a été toujours prompt à répondre et tout. Aujourd'hui, dans l'imaginaire du commun de Burkinabé, c'est difficile de ne pas faire de lien. Est-ce que le manque d'infos, comme ça ne participe pas aussi à renchérir beaucoup plus de théories de complot qui viennent? Oui, mais justement, parce que le gouvernement ne communique pas assez. C'est vrai que oui, c'est bien qu'il y ait ce communiqué. Mais ce qui m'a plu dans ce communiqué-là, et qui va justement répondre à la question, c'est le fait de dire que des voies de droit seront usitées. Voilà, je pense que vers la fin, il y a une phrase. Bon, des voies de droit seront usitées. Bon, le mot usité, non, c'est pas sa place ici, mais c'est pas ça le problème. Voilà, des voies de droit seront utilisées.
Voilà. Et là, moi, j'ai beaucoup apprécié cette phrase-là, parce qu'il y a eu des coups d'État, des tentatives de coups d'État au Burkina, et les acteurs ont été jugés. J'ai été mis à la disposition de la justice. On a suivi le procès de Thomas Sankara. On a vu des gens qui se sont défendus, des gens même qui ont été accusés, mais après, une fois passé devant le tribunal où on les a donné la parole, après on s'est rendu compte que non, en réalité, ça dit enfin, il n'était pour rien dans cette affaire. De la même façon, la tentative de coup d'État de septembre 2015, où effectivement des gens ont été entendus aussi devant le tribunal, et après ils ont été relaxés. Donc ici, le fait de privilégier la voie judiciaire, moi je trouve que vraiment c'est une très bonne chose. Ça permettra à ceux qui sont accusés aussi de s'exprimer et de se défendre. Voilà. Donc, et en ce moment, l'opinion sera prise à témoin et on saura effectivement qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Et là, en ce moment, s'ils sont sanctionnés, là, en ce moment, c'est le droit qui a été dit. Donc, je pense que la voie empruntée par les autorités pour le règlement donc, de ces contradictions, je pense que ça a salué. Voilà, il faut privilégier la voie judiciaire et ça permettra de situer clairement l'opinion, de situer les responsabilités et de dire correctement le droit et que la situation est et savoir aussi qui est soupçonné dans quoi et pourquoi. Oui, mais justement, parce que il y a des justement jusqu'à le jugement, on peut les relaxer. Voilà, parce que jusqu'à présent, la question on parle d'arrestation, enlèvement, en tout cas les termes sont choisis selon. C'est ça la réalité aujourd'hui, parce que pour certaines personnes, on n'a pas la qualité de la personne qui est venue faire l'interpellation ou l'arrestation ou l'enlèvement. On ne sait pas où la personne est. Il n'y a pas eu, comme je prends le cas par exemple du cas de l'ex-chef d'état-major général, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie, dans la communication de la famille, elle est partie aussi vers les juridictions pour savoir, mais il n'y a pas d'information. Ce que dit Dr Lopépéyen, ça pourrait contribuer à taire tout ça. Oui, moi j'ai écouté certains médias. Si d'aventure c'est lié, hein? Oui, les médias n'utilisent pas les mêmes termes. Tout de suite, quand je venais, il y a un média qui parlait de disparition. Voilà, disparition du chef d'état-major de la gendarmerie. J'ai dit, ah bon, il a disparu. Bon, il y a d'autres médias qui parlent d'enlèvement. Donc, c'est ça aussi peut-être le problème avec vous les journalistes. Voilà, les termes sont peut-être choisis selon les médias. Mais ici, ce que je voudrais simplement dire est que moi, j'aurais voulu que les autorités communiquent sur ça. Si vraiment il y a des tentatives de déstabilisation et que des gens sont impliqués dans ces tentatives de déstabilisation-là, que ces gens soient des civils ou bien des militaires, j'aurais voulu que les autorités communiquent et que les familles cherchent effectivement où ces gens-là sont gardés et que ces gens-là se portent bien. Et que surtout, effectivement, on permette à ces gens aussi de se défendre devant un tribunal. Voilà, pour savoir vraiment si ces gens sont impliqués dans le coup d'État ou bien ces gens ne sont pas impliqués. Et cela donnerait surtout aussi du crédit aux autorités. Parce que, pour être honnête, il y a des gens quelqu'un m'a dit hier que ouais, les autorités sont en train d'inventer des coups d'État. Chaque fois, ces coups d'État, ce sont des complots. Voilà, ça ne veut pratiquement rien dire. Donc, ça veut dire qu'il y a des Burkinabés même qui ne croient pas. Il y a des gens qui pensent que ce sont les autorités qui inventent ça parce que les autorités savent qu'il y a de l'opposition, les autorités savent qu'il y a des Burkinabés qui ne sont pas d'accord avec cette façon de gérer le pouvoir. Donc, je me dis que si on communique sur ces arrestations-là, moi j'appelle ça des arrestations, voilà, je préfère utiliser le terme arrestation, et si surtout on permet à ces gens-là de se défendre, comme effectivement ce qui s'est passé avec le procès du général Dendéré pour le coup d'État du 15 septembre, ça donnerait plus de crédibilité aux autorités, et ça permettrait aussi aux gens de savoir réellement ce qui se passe, et ça va encore même mobiliser ceux qui sont pour cette nouvelle donne politique-là, et les gens prendront encore les choses au sérieux. Les gens sauront qu'effectivement il y a des tentatives de déstabilisation et qu'il faudrait que l'union soit encore forte, que les patriotes se mettent ensemble pour vraiment préserver ce pouvoir-là, parce que si les patriotes ne se mettent pas ensemble, le mal pourrait arriver. Mais ici, ce qui n'est pas vraiment intéressant, c'est le fait qu'il y a des familles, comme on a vu la sortie de cette dame-là, qui parle de « on est venu enlever mon mari, on ne sait pas où on l'a amené ». Bon, c'est ça qui alimente aujourd'hui la toile, c'est ça qui fait les rumeurs dans la ville. Et bon, ceux qui ne sont pas pour la transition disent que ouais, ce sont des pratiques illégales, ça viole les droits de l'homme. Bon, il y a tous les qualificatifs qui sont derrière cette façon de faire là.
D'accord. Je vais vous permettre de réagir sur une autre actualité. Cette fois-ci, ce n'est pas celle burkinabé pour terminer. Ce sera le dernier sujet qu'on prendra en tout détail. C'est quand même la question sénégalaise qu'on a déjà abordée ici, vous et moi, à plusieurs reprises. On connaît les 20 candidats à l'élection présidentielle validés par le Conseil constitutionnel. Il y a, on ne dira pas un grand nombre, 2 grands nombres quand même qui sont absents. Je crois il y a Sonko et il y a Karim Wade. Comment est-ce que vous lisez cela? Oui, moi j'ai vu la liste ce soir-là. Effectivement, je n'ai pas vu le nom de Sonko, Ousmane Sonko. Je n'ai pas aussi vu le nom de Karim Wade. Ce sont les grands absents. Sont les grands absents. Et j'ai dit que voilà aussi tout le mal de la démocratie. Beaucoup de Sénégalais comptaient surtout sur la candidature de Sonko. On a vu ses devoirs judiciaires. Et voilà le résultat que ça donne. Il a été exclu des élections. On ne peut pas ne pas avoir une main politique derrière ça. Parce qu'il avait, on ne peut pas ne pas avoir une main politique derrière ça. Parce qu'il avait des devoirs avec Macky Sall, qui certainement ne veut pas qu'il se présente, et voilà là où on en est. Donc c'est tout cela qui fait que beaucoup de gens sont remontés contre la démocratie en Afrique, parce qu'on a même l'impression que tout le monde ne se présente pas. Il y a d'abord un choix, un tri à faire, et qu'est-ce qui prouve que des mains impérialistes aussi ne sont pas derrière ça, parce que tout le monde sait que Sonko a une vision panafricaniste, Sonko a une vision du développement endogène, et quand on voit ce qui se passe au Niger, au Mali et au Burkina Faso, les impérialistes peuvent dire que bon, ce monsieur il faut l'enlever, parce que si on le met sur la liste des candidats et qu'il gagne le pouvoir là, bon, l'AES aura déjà 4 États. Et bon, voilà, je ne peux que lire je ne peux que donner cette lecture à M. Vaha. Mais ça n'aurait pas été mauvais d'avoir un président qui viendrait par les unes et qui rejoindrait l'AES. Oui, si on a un président qui arrive par les unes et qui rejoint l'AES, nous serons contents, mais je vois que toutes les stratégies ont été montées contre Sonko, tout a été planifié vraiment pour qu'il ne soit pas candidat, de peur qu'en étant candidat, il ne soit président. Et je ne peux pas m'empêcher de voir une main impérialiste, pour ne pas dire une main française, derrière la non-candidature de Sonko. Maintenant, pour le cas de Karim Wade, bon, ce monsieur même avait déjà beaucoup de difficultés avec les Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ne voulaient pas la tête de ce monsieur-là, surtout quand son papa était président et qu'il était le ministre du ciel et de la terre. Bon, quelqu'un me disait qu'il a déjà dirigé le ciel et la terre. Bon, je me demande qu'est-ce qu'il peut encore faire à la tête d'un État comme le Sénégal. Donc lui, sa candidature, sa non-candidature, je trouve que peut-être il n'y a pas d'explication. Les validations de sa candidature, c'est pour sa double nationalité. Hein. Oui, c'est pour sa double nationalité. Effectivement, il a une double nationalité, parce qu'il a une nationalité française. Pour lui, je ne peux pas polémiquer dessus, mais vraiment la candidature de Sonko, je me permets de croire que c'est la France qui est derrière tout ça, comme on aime dire, quoi. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'à demi-mot, on a Sigré qui fait déjà le procès aussi de la démocratie en même temps. Oui. Mais bon, est-ce que c'est la démocratie? C'est la démocratie de la façon dont nous l'appliquons, nous. Oui, non, la double nationalité de Karim Wade, là, je pense qu'il a renoncé à la nationalité française, avec l'accord des juridictions françaises. Mais il semble qu'au moins même de déposer les candidats, on se rend compte que sa nationalité était toujours là. Bon, voilà, c'est un peu une histoire comme ça. Mais bien sûr, on se demande vraiment si au Sénégal c'est la démocratie, ça au moins c'est clair. Et tout le monde voyait venir, toutes ces cavales judiciaires derrière Ousmane Sonko. L'objectif ici c'était de l'empêcher d'être candidat. Ça au moins c'est clair. Parce que Sonko déjà prenait un discours de rupture aussi. Voilà, et qui faisait peur vraiment à une certaine classe politique sénégalaise. Voilà. Et on comprend que si, Macky Sall ne sera pas candidat, mais il ne va jamais accepter que Sonko soit candidat. Je vous assure que si Sonko est candidat, il passe. Ça sont mes pronostics, vu son assise populaire au Sénégal. Or, si Sonko passe, ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire, il y a l'épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'il y a là qui plane maintenant sur l'autre classe politique. Donc, du coup, on a comme l'impression que le compromis que Macky Sall a pu faire, c'est accepter de se retirer, ne pas être candidat, mais à la seule condition que Sonko aussi ne soit pas candidat. Apparemment, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un peu ces accords tacites là. Et aujourd'hui, c'est ce plan-là qui est en train d'être déroulé. Sinon, quand on voit quand même les chefs d'inculpation comme lui, tels qu'on l'a traité à la justice, c'est ridicule quand même pour un pays qui se veut démocratique. C'est vraiment ridicule. Où on instrumentalise la justice pour écarter des opposants sérieux. Bon, là vraiment, c'est dommage. Mais en même temps, je me rends compte que ce sont ces mêmes chefs d'État-là qui se retrouvent à la CEDEAO pour donner des leçons de démocratie aux autres. C'est ça qui fait mal. Mais alors que dans les pays, même les règles les plus élémentaires de la démocratie sont violées, piétinées.
au vu aussi de tout le monde. Mais en même temps, ils deviennent des moralistes quand ils se retrouvent dans certaines institutions pour dire aux autres peuples ce qu'ils doivent faire. Mais ça ne peut pas marcher. D'accord. La démocratie ne peut que prendre un coup dans sa pratique actuelle, telle que nous la vivons, telle que ici elle est pratiquée, où il y a ici une certaine classe politique qui prend ça en otage, qui instrumentalise et qui retourne ça contre des adversaires redoutables pour les empêcher ici d'accéder au jeu là, comment on appelle, au pouvoir d'État. C'est dommage que la démocratie soit de cette façon en Afrique. Deux sujets abordés dans cette première partie du JDS, Journal Dimanche Soir. Vous l'aurez donc compris, on est d'abord revenu sur le communiqué qui faisait état d'une dynamique de déstabilisation, laquelle a été avortée du fait donc du travail mené par nos services de renseignement, et les enquêtes donc se poursuivent. On est revenu dans le détail sur donc cette actualité-là, et puis on est revenu sur la question sénégalaise avec deux noms de grands absents, notamment à la course à la présidence sénégalaise, c'est celle de Sonko et de Karim Ouad. C'est la fin aussi de ce premier plateau-là, et je vous dis merci à vous, Dr Lopépin Yen, d'être passé. Merci à vous aussi. Voilà. Je rappelle que vous êtes sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Merci aussi à vous, Adama Amadé Sigiré, écrivain, coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci beaucoup, M. Var. Ça a été un plaisir. On va nous poursuivre ce JDS avec une autre rubrique, c'est l'économie. Et dans cette partie économie, on s'intéresse aux recettes minières avec un ancrage beaucoup plus sur la question du fonds minier de développement local et son impact justement sur les communautés. Parce que lorsque cela a été pris en termes de décision en 2015, c'était bien l'objectif visé, améliorer la condition de vie des populations. Quel est cet impact-là? Le sujet a été au cœur d'une enquête et d'une étude qui a été menée, et notamment par le CRAFP, qui a d'ailleurs partagé les résultats. On va revenir pour discuter dans le détail sur ce qui en est sorti, mais avant, voici le résumé notamment de ce rendez-vous de redevabilité. Le fonds minier pour le développement des collectivités territoriales est alimenté d'une part par 1% du chiffre d'affaires des sociétés en exploitation et d'autre part par 20% des redevances proportionnelles collectées par l'État. Et de 2017 à 2022, plus de 144 milliards de francs CFA ont été collectés, répartis et transférés aux collectivités territoriales. Ce fonds doit donc permettre de booster les activités des localités bénéficiaires. Mais selon le rapport d'études réalisé par le Centre d'études de recherche appliquée en finances publiques, CRAFP, 56,18% de la population des zones concernées ne connaissent pas les investissements réalisés grâce à ce fonds. Le gros problème que l'étude a révélé, c'est la difficulté des communes à absorber ces fonds. Ça veut dire que des communes qui avaient des budgets assez faibles, et si subitement beaucoup de ressources sont transférées à leur niveau, on a constaté qu'il y a eu vraiment des difficultés dans la gestion de ces fonds-là. Et l'autre préoccupation, selon Ousseini Kagambega, est que le budget annuel de certaines collectivités est en deçà du fonds minier qui leur est alloué. Des recommandations ont donc été formulées à l'issue de l'étude pour une meilleure gestion de ce fonds. D'abord, il faut avoir une bonne planification qui va prendre en compte l'ensemble des investissements au cours de l'année. Il faut impliquer réellement les populations dans le choix des besoins. Il faut les impliquer dans la détermination des sites. En plus de cela, nous avons proposé qu'on puisse négocier au niveau du fonds minier de l'État pour recruter et payer du personnel compétent pour pouvoir gérer ces ressources-là, du moment où ce sont vraiment des ressources importantes. Donc il faut essayer de voir comment faire pour avoir des ressources compétentes pour pouvoir gérer ces fonds qui sont transférés. L'étude du CRAFP sur les recettes minières, le fonds minier pour le développement des collectivités territoriales et son impact sur les communautés a pris en compte 5 localités, à savoir Bagassi, Boudri, Dori, Oundé et Sapsé. Elle est financée par l'ambassade du Danemark à travers l'ONG Oxfam.
Les résultats de cette étude sont donc partagés aux organisations de la société civile et les institutions étatiques en lien avec le domaine des mines en vue de recueillir leur appréciation. Il a attendu des participants des contributions pour l'amélioration du rapport, et d'autant que ces participants sont d'origines diverses, de l'État et également d'organisations de la société civile qui sont sur le terrain et qui ont de la matière pour apporter à l'amélioration du résultat final du rapport. Il faut noter que les collectivités qui ont reçu le Fonds minier de développement sont au nombre de 34, dont 21 communes. La ville de Houndé en a reçu la plus grosse part, suivie de Gorom Gorom et de Falangoutou. Une étude réalisée par le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Et nous avons d'ailleurs le vice-président du comité d'administration qui est avec nous. Il s'agit donc de M. Oussini Kagangbega. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Et je suis rejoint dans cette partie économie par David Nana. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs du Truc TV. D'accord. Étude intéressante, parce que c'est vrai que depuis 2015, il y a eu cette dynamique-là de se dire, bon, écoutez, c'est vrai, on dit toujours l'or, mais qu'est-ce que le Burkinabé, de façon générale, voit dans sa vie de chaque jour en termes de changement? Et il y a eu donc des éléments qui sont passés au niveau de l'Assemblée nationale. On a parlé des fonds, mais il faut se poser la question maintenant, c'est quelques années après, au fond, est-ce que les populations sentent clairement qu'il y a un impact? D'où l'étude qui est intéressante. Mais parlez-nous du contexte justement de la conduite et de la réalisation de cette étude-là. Ok, merci. Bonsoir aux téléspectateurs de Truc TV. Merci en tout cas pour cette invitation qui va nous permettre de parler des résultats de l'étude. Effectivement, le CERA-FP est une organisation de la société civile qui milite dans la bonne gouvernance économique et financière. Et c'est à travers le projet de renforcement de bonnes pratiques et de mobilisation citoyenne en faveur des politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel. Voilà, ce projet-là est financé par l'AFD et puis la coopération douaneuse à travers Oxfam. Voilà, c'est à travers ce projet que l'étude a été commanditée. Voilà, l'étude, c'est sur les recettes minières et le fonds minier de développement local pour voir son impact, voilà, sur l'amélioration des vies des communautés. Voilà. Justement, donc je vous permets donc David d'aller. Peut-être une question. Merci bien. C'est aux téléspectateurs mais aussi aux auditeurs parce que vous êtes suivis à la radio aussi. Okay. Alors j'imagine que cette étude a épousé une méthodologie. Je veux savoir quelle est la méthodologie qui a été adoptée et la cible était constituée de qui? Oui, il faut dire que au départ, la méthodologie, nous sommes allés directement sur un échantillonnage bien précis. Il faut dire que nous avons ciblé 5 communes. Voilà, et dans chaque commune, nous avons pris un échantillon de 60 personnes enquêtées. Voilà, et pour pouvoir aller, d'abord il y a eu la collecte des données. Voilà, vous savez que les recettes minières, c'est le rapport de l'ITE, le rapport du ministère de l'économie et des finances qui donne l'ensemble des recettes minières, voilà, collectées au profit du budget de l'État. Donc il y a une revue documentaire et complétée par les enquêtes, voilà, qui ont permis vraiment de réaliser l'étude. Enquête terrain, je veux dire. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, on a eu l'élément de reportage qui retraçait plus ou moins les résultats de cette étude-là, mais de façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon principale? Oui, il faut dire que l'étude est vraiment orientée sur la perception des communautés sur le Fonds minier de développement local. Donc nous sommes allés vers les bénéficiaires de ce fonds minier-là pour comprendre, les interroger, toucher du doigt la réalité. Est-ce que depuis 2015 que ce code a été adopté, que ce fonds a été institué par le code minier, est-ce qu'il y a un ressenti, est-ce qu'il y a un changement, est-ce que ça vous permet vraiment
de dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous avons des infrastructures de qualité. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes allés voir ces populations-là. D'accord. Allez-y. De ce qui ressort aussi de l'étude, on a une part contributive des recettes liées aux services qui sont plus importantes que les recettes fiscales. Est-ce qu'on a arrivé à expliquer cela? Oui, il faut dire que quand on prend les recettes chiffrées, voilà, quand on regarde, on voit que les recettes de services sont un peu supérieures aux recettes fiscales, tout simplement parce qu'au niveau des recettes fiscales, il y a ce qu'on appelle le remboursement de la TVA. C'est-à-dire que ce que nous avons présenté comme recettes fiscales, c'est les recettes nettes fiscales. On a collecté et à travers ces ressources collectées-là, on a ponctionné pour rembourser la TVA aux sociétés minières. Donc c'est ce qui fait que voilà, les recettes fiscales sont inférieures aux recettes minières, aux recettes de services. Bon, c'est vrai que c'est un thème qui est assez technique. Quand vous parlez de remboursement de la TVA, pour que le citoyen lambda qui nous suit, on aimerait bien comprendre qu'est-ce qu'il faut entendre par ça. Oui, quand vous regardez les politiques en matière minière, ce sont des investisseurs qui viennent, en tout cas sur notre territoire, et pour l'exploitation de nos ressources. Maintenant, il y a une politique d'attractivité, donc qui ne se joue pas la fiscalité. Donc, il y a une fiscalité attractive. Donc, quand vous regardez le code de 2015, il y a toujours des exonérations des avantages fiscaux qui sont accordés aux sociétés minières. Voilà, dans ce sens que il y a la TVA qui est exonérée. Voilà. Maintenant, les sociétés minières qui sont en exploitation, au niveau du code minier de 2015, ce n'est pas, ils n'ont pas reçu l'exonération. L'exonération, c'est au niveau des deux phases, phase de recherche et la phase de construction. Voilà, et ils sont exonérés de TVA. Maintenant, le mécanisme de la TVA, c'est de faire en sorte que la TVA ne soit pas une charge pour une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu collectes la TVA et tu supportes la TVA, à la fin du mois, on confronte la TVA collectée et la TVA supportée. Et s'il y a en matière de TVA collectée, il y a un surplus, on appelle ça TVA due qu'on reverse. Maintenant, si il se trouve que la TVA supportée est supérieure à la TVA collectée, il y a ce qu'on appelle le crédit de TVA, que tu vas attendre les mois prochains pour pouvoir déduire. Voilà. Mais il se trouve que les sociétés minières qui sont en exploitation, et la grosse part, c'est-à-dire que sinon même la production totale est destinée à l'exportation. Et l'exploitation est taxée au taux zéro en matière de TVA. Donc ça veut dire que globalement, ils ne collectent pas la TVA, mais ils supportent la TVA. Donc à chaque fois, ils ont un crédit de TVA très important. Donc la loi a autorisé à ce que toutes ces sociétés qui réalisent leur chiffre d'affaires à hauteur de 50% de leur chiffre d'affaires à l'exploitation, qu'on leur rembourse leur TVA s'ils ont un crédit de TVA. Donc c'est ce remboursement-là qui vient ponctionner les recettes fiscales. Je pense que dans les recommandations, vous parlez même de rationaliser. Comment? Oui, bon, ça veut dire que nous, on a attiré l'attention. Voilà, il faut qu'on essaie de voir. Le remboursement, là, ça va se faire comment? C'est vrai que depuis la loi de finances 2023 a essayé de faire quelque chose. En termes, ils ont introduit une retenue de 20%. Par exemple, toutes les sociétés qui sont éligibles au remboursement de TVA, avant de payer, c'est-à-dire que s'ils payent un bien ou un service taxé, avant de payer à leurs fournisseurs, ils doivent retenir directement la TVA, là, 20% pour revenir verser. Parce que souvent, il y a des petits malins qui sont là, ils facturent la TVA, mais ils ne reversent pas. Maintenant, si la société minière dépose ses factures pour le remboursement, on va rembourser la société minière, or que celui-là qui a facturé la TVA n'a pas. Voilà, donc il y a un manque à gagner pour le trésor public. Donc, il y a eu une petite idée de créer la retenue de 20%. Donc, c'est dans des réflexions comme ça qu'on va pouvoir, en tout cas, atténuer les choses. D'accord. Quand on lit aussi, vous revenez sur des différences qui surprennent un peu en matière de données, celle du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, et puis celle de l'ITUE, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ça s'explique comment? Bon, il faut dire que c'est un constat. Nous, c'est dans les travaux, puisque je vous ai donné la méthodologie dans la collecte des données. On a constaté qu'il y a eu des différences.
Voilà, parce que quand on prend le rapport de l'UTE, l'UTE dit que les recettes minières contribuent à hauteur de 10% dans le budget de l'État. Or que le rapport du ministère dit que les recettes minières contribuent à hauteur de 12%, 12,78%. Donc c'est un constat que nous avons eu à faire et on va attirer l'attention, on va ensemble avec, vous savez qu'au niveau de l'UTE, la société civile a ses représentants. Voilà, donc nous, on va en tout cas essayer à notre niveau de voir pour comprendre. Et si vous avez remarqué, pour la suite de l'étude, nous avons continué avec les rapports de l'UTE. Parce qu'au niveau de l'UTE, nous avons nos représentants. Et en plus, les données de l'UTE sont certifiées par la Cour des comptes. Donc c'est ce qui fait que nous sommes allés sur la base de ces données-là pour conduire l'étude. Moi, je veux qu'on revienne aussi sur les fonds. Il n'y a pas que le fonds de développement local. Il y a aussi un fonds qui a retenu aussi notre attention. C'est celui de la recherche géologique et minière. Vous dites que dans la période 2017-2021, ce fonds n'a rien reçu. Oui, c'est un constat aussi. C'est-à-dire qu'à travers le rapport de l'UTE, nous avons constaté que le fonds qui a été institué au même moment que le fonds minier de développement local, ce fonds n'a pas été alimenté. Voilà. Or que ce fonds est destiné à la recherche et à la formation. Voilà, nous avons fait une recommandation à l'endroit de l'État sur ce point, voilà, pour qu'ils arrivent à approvisionner ce point-là. Mais est-ce qu'on a cherché à comprendre pourquoi c'était pas alimenté l'étude? Est-ce que l'étude est allée au-delà pour essayer de comprendre? Oui, il faut dire que l'étude, c'est comme ce que je vous ai dit. L'étude, c'est sur les recettes minières. Faire le point sur les recettes minières, faire le point sur le fonds minier de développement local et voir son impact. Voilà. Nous ne sommes pas allés voir les différentes sources pour l'instant, mais il faut dire que nous avons levé le lièvre et on va essayer de le poursuivre pour avoir plus de compréhension là-dessus. D'accord. Pour parler d'impact, on va partir sur la question de la mobilisation même des ressources. C'est ça qui est intéressant. Et vous dites que la contribution des recettes minières au budget de collectivités territoriales a connu une croissance fulgurante. Ça a été observé au fil des années. Parce que je rappelle que l'étude c'est 2017, 2022, mais on n'a pas eu les données de 2022. Donc on s'est arrêté à 2021. Voilà, c'est pour ça que j'hésitais même d'ailleurs. Donc on a cette croissance fulgurante-là qui a été observée sur ces années-là. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la croissance de la production aussi ou bien il y a d'autres choses? Non, en fait, quand nous avons essayé de faire l'analyse, c'est à travers les différents rapports conjoints du ministère de l'économie et puis du ministère des mines. C'est-à-dire que pour la répartition de 1% du chiffre d'affaires et de 20% des royalties. Et il faut dire que cette croissance-là a été constatée tout simplement parce que au début, les sociétés minières étaient réticentes pour verser leur 1%. Et c'est quand ils ont commencé à verser et on a commencé maintenant à distribuer, à mettre ça à la disposition des sociétés minières, voilà, du moins des communes et des régions, qu'on constate que voilà, sinon en réalité c'est pas une croissance réelle en tant que telle, mais c'est la mise à la disposition. Au début, il n'y en avait pas, et à un certain moment, les arriérés, le paiement des arriérés a fait que, au début, à partir de 2020, les communes ont reçu beaucoup d'argent. Donc, c'est ça, c'est ce qui explique cette croissance-là. D'accord, il faut qu'on en vienne maintenant au nerf même de l'étude en elle-même. La perception des populations sur ce qui est fait pour eux venant de ce fonds-là. Quelle est la perception globale? Quelle est la tendance globale? Ils sentent que ça améliore leurs conditions de vie ou bien ils ne sentent pas? Oui, d'abord, en matière, ce que nous avons essayé de faire, d'abord, c'est de voir si les populations là sont au courant de ce fonds minier. Sur ce point, plus de la moitié, plus de 50%, 52% ne savent même pas qu'il y a ce fonds-là qui existe. En plus de ça, on parle d'implication. Il faut les impliquer, puisqu'on dit que quand tu veux faire quelque chose pour moi et tu le fais sans moi, c'est pas sûr que voilà, le résultat escompté sera atteint. L'implication, il n'y a pas d'implication. Ce qui fait qu'il y a des infrastructures qui sont érigées. Par exemple, si on part ériger une infrastructure, la maison des femmes, et les femmes ne sont pas impliquées, qu'est-ce qu'elles vont en faire? C'est-à-dire qu'il faut les impliquer. Donc ça fait qu'ils ne sont même pas au courant qu'il y a des réalisations qui sont en tout cas faites en leur profit.
Et en plus de ça, c'est-à-dire, quand on parle aussi au niveau des communes, il y a le manque de transparence même dans la gestion de ces fonds-là. Okay. Donc, si ils ne sont pas impliqués, ils ne sont pas informés, donc il n'y aura pas l'action citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens ne vont même pas réclamer la redevabilité. Donc, ils ne sont pas vraiment impliqués. D'accord. Allez-y, David. L'insatisfaction, selon votre étude, si vous estimez que cet apport-là, cette contribution-là, elle est positive, vous relevez surtout une insatisfaction au niveau des populations. Ce que je veux dire, en plus de ne pas savoir qu'il y a un fonds qui existe, tout, qu'est-ce qui ressort quand vous leur posez la question? Qu'est-ce qu'ils disent réellement? Oui, en fait, vous savez, c'est très simple. En termes de besoins, vous savez, il y a dans les communes, il y a des villages qui sont enclavés. C'est-à-dire que manque de routes, manque de ponts. C'est-à-dire quand ils ont eu l'information qu'il y a ce fonds-là, qui devrait en tout cas contribuer à améliorer leurs conditions de vie, mais c'est les premiers éléments qui sortent. Mais pourquoi on n'a pas arrangé notre pont? Quand il pleut, nous, on ne peut pas accéder à tel. Et on construit des écoles, mais quand il pleut, il y a pas mal d'enfants qui ne peuvent pas traverser les bas-fonds pour venir suivre les cours. Donc, et les centres de santé, c'est-à-dire que quand on construit, s'il y a la pluie, il n'y a pas de voie. Les urgences, il n'y a pas de voie pour aller même, les ambulances, pour aller même retrouver les malades, pour les amener au niveau des centres de santé. Voilà. Sinon, ils disent que les constructions d'écoles, les constructions de centres de santé, bon, ça améliore un peu, mais il y a vraiment toujours quelque chose à faire pour pouvoir y arriver. Du moment où même on sent que l'absorption même de ces fonds-là n'est pas aussi arrivée. Mais est-ce que les communes, elles perçoivent cet argent-là réellement? Les communes perçoivent cet argent réellement et c'est dans leur compte. D'accord. Parce que quand on regarde, vous avez stratifié sur les besoins des populations et leurs attentes par rapport, évidemment, à l'impact de ce fonds-là. Vous avez pris les aspects éducation, sanitaire, accès à l'eau. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent. Et on voit que sur chacun des éléments, bon, il y a des degrés de satisfaction qui sont vraiment très divers. Mais là où il y a le degré de satisfaction le plus bas, c'est lequel? Oui, là où vraiment c'est les infrastructures routières. Sur les infrastructures. Voilà, sur les infrastructures routières, les ponts. C'est-à-dire qu'essayer seulement de permettre aux cultivateurs de pouvoir écouler leurs vivres, de pouvoir atteindre les marchés. Sur ce point, il y a vraiment un besoin. D'accord. Voilà, et on a les recommandations. Il y a des recommandations à l'endroit de l'État. Oui. Et quand on regarde les majeurs, c'est un peu ce qu'on avait déjà abordé sur la question même de la TVA, vous êtes revenu là-dessus, et même la question aussi de la recherche, sur des éléments sur lesquels vous êtes revenu. Oui. Mais au fond, à l'endroit même des communes elles-mêmes. Oui, à l'endroit des communes elles-mêmes, il y a eu aussi des recommandations. Il faut se dire que le Fonds minier de développement local est institué pour financer les projets structurants. Et c'est pour financer les plans communaux de développement et les plans régionaux de développement. C'est-à-dire que les projets éligibles à ce fonds-là doivent être inscrits dans ces plans communaux et dans ces plans régionaux de développement. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de communes qui n'ont pas de plans communaux de développement et soit ça n'existe pas, soit ce n'est pas actualisé. Donc le fonds ne pourra pas être utilisé parce qu'il faut que ça soit inscrit dans le plan avant le financement. Voilà, donc on a fait la recommandation à l'endroit de l'État pour qu'on arrive à ponctionner ces fonds-là pour pouvoir élaborer ces plans-là. Puisque si ces plans ne sont pas élaborés, les fonds ne pourront pas être utilisés. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect à l'endroit des communes, il faut de la participation. Donc on a demandé à ce que ces communes-là puissent instaurer ce qu'on appelle le budget participatif. Le budget participatif, c'est un budget qui est élaboré par le citoyen et pour le citoyen. Donc s'ils arrivent à faire ce budget participatif, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir dire que je ne suis pas au courant qu'on a inscrit quelque chose pour mon village. S'il est au courant qu'on a inscrit quelque chose pour son village, il a la possibilité de pouvoir contrôler et de savoir que
nous attendons quelque chose. Et lorsqu'on va commencer à la réalisation, il aura son œil pour voir la qualité de la réalisation. Mais s'il n'est même pas informé, en temps on vient trouver quelque chose qui est en train d'être érigé, on ne sait pas, ça vient d'où. Et ça ne parle même pas de ses besoins à lui. Ça parle même pas de ses besoins. Donc on a insisté sur la participation en termes de besoins d'abord, c'est-à-dire que les expressions de besoins, on les récolte pour pouvoir mettre dans les plans. En plus de ça, l'identification des différents sites, il faut associer les populations. Parce que souvent, il y a des conflits. Si le site n'a pas été bien choisi, le monsieur peut dire, ouais, on a construit une école ici, mais mon enfant ne part pas là-bas. Donc, il faut un consensus dans le choix des sites, pour pouvoir réaliser. Donc, on a fait toutes ces recommandations-là à l'endroit aussi des communes. Ce que je veux savoir, est-ce que l'autorité a un regard sur ce fonds-là? Lorsque cet argent est alloué à la commune, parce que j'ai vu quelque part aussi dans le document qu'il y avait des problèmes de gouvernance, de mauvaise gestion aussi de ces fonds-là. Est-ce qu'il y a un outil qui permet d'avoir un regard et parfois sanctionner quand besoin en est? Oui, bon, c'est-à-dire qu'il faut dire que les communes aussi, ils sont audités. Il y a la SELC qui est là. Qui a le plein pouvoir pour aller regarder dans la gestion de ces fonds-là. Bon, mais lorsque nous parlons de problèmes de gestion, il faut dire les sociétés, comme on appelle les communes minières étaient là, ils avaient des budgets assez faibles. Et à un certain moment, quand vous prenez les 5 communes que nous avons eu à sillonner, quand on prend Oundé, sur la période, Oundé a reçu plus de 7 milliards. Boudéré a reçu plus de 3 milliards. Mais il faut de la compétence. Donc nous avons fait ces recommandations-là. En tout cas, qu'on permette à ce qu'on recrute et on paye les salaires sur le fonds minier de développement local. Parce qu'il faut vraiment de la compétence pour pouvoir gérer. Il faut de la compétence pour pouvoir réaliser les plans. Les plans de communaux de développement. Donc, c'est des recommandations que nous avons en tout cas adressées à l'ensemble des différentes communes là aussi. D'accord. En tout cas, merci. On espère que, comme il est de coutume, quand un bon travail est fait, cela puisse impacter parce que les recommandations sont prises en compte. C'est pour ce qu'on pourra souhaiter pour le travail que vous avez fait. Merci. En tout cas, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes Ouseni Kagambega. Vous êtes le vice-président du conseil d'administration du CIRAFP que nous recevions ici sur cette question des mines. Merci d'être passé. Merci. Et en même temps aussi, merci à vous, David Nana. C'est un plaisir d'être passé à ce JDS. On va nous poursuivre avec la dernière des rubriques. C'est le sport, comme annoncé en titre. Et dans cette partie sport, nous allons nous intéresser aux étalons, évidemment, qui a croisé les crampons avec l'Algérie. 2 buts partout, c'était le score final. Un match qui était bien enlevé, avec des étalons un peu timorés au départ, mais qui ont pris le poil de la bête. Et on a vu un match très intéressant sur lequel nous revenons ici. Un nul aux allures de défaite. Voici l'ambiance à l'issue de la partie opposant les Fennecs d'Algérie aux étalons du Burkina Faso. Un match comptant pour la 2e journée de la phase de poule de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Bien en place dans le 3-5-2 concocté par Hubert Veluda, les étalons contiennent parfaitement les Fennecs avant de trouver la faille à la 46e minute. Bien servi par Faisal Tapsoba, Mohamed Konaté d'une superbe tête trompe le dernier rempart algérien. Refusé dans un premier temps, le but sera finalement accordé suite à l'assistance vidéo. 1-0 pour les étalons au moment de regagner les vestiaires. De retour de la période d'oxygénation, les Algériens se donnent de l'air en revenant au score à la 60e avec Bagdad Bounedja qui profite des largesses de la défense des étalons. Comme souvent avec les étalons, le danger peut venir de partout. Issa Kaboré s'écroule dans la surface, l'arbitre fait signe de jouer, la VAR l'interpelle et le pénalty est indiscutable. Bertrand Traoré, le capitaine leader, le transforme à la 72e. 2 pour les Burkinabés, 1 pour les Algériens. Il reste une grosse vingtaine de minutes à jouer. Les étalons qui pensaient empocher de 3 points se font reprendre une nouvelle fois sur corner et concèdent l'égalisation. 2 buts partout entre les deux formations, de quoi laisser Hubert Velude dans l'expectative. Oui, surtout les joueurs, il y a une petite déception dans le vestiaire. Ça prouve qu'on est très ambitieux. Bon, ça n'enlève pas le grand match qu'on a fait. On était à la hauteur contre l'Algérie. Mais c'est vrai qu'on est passé tout près de la victoire. C'est dommage. Mais bon, je pense qu'on a fait un bon match, très bon état d'esprit. On a su avoir des occasions de but.
C'est le seul petit regret, c'est les 2 buts sur coup de pied arrêté, quoi, parce que même le premier est très évitable. Malgré ce nul quelque peu fâcheux, Hubert Velud reste satisfait de la prestation globale de ses poulains. Moi, je suis quand même satisfait globalement parce que ce qu'il faut regarder, c'est tout le contenu du match. Ce qu'on a fait, on voulait le faire. On a été efficace par 2 fois. Bon, c'est vrai, le petit regret, bien sûr, c'est les 2 buts sous coup de pied arrêté, mais aussi, ce que vous venez de dire un petit peu, peut-être à 2-1, sortir le ballon plus vite, conserver le ballon mieux. On n'a pas assez bien conservé le ballon aussi, je pense. C'est aussi ça qui nous a fait reculer beaucoup, parce que dans la conservation du ballon, dans les dernières, notamment dans les arrêts de jeu, on n'a pas assez gardé la balle. Donc voilà, c'est des petits défauts, c'est des petits détails, mais à ce niveau-là, ça se paye cash. Avec ce score de parité entre Burkinabé et Algériens, les étalons ont quasiment les 2 pieds en 8e de finale. Il leur faudra passer sans embâche le cap angolais afin de consolider leur première place. Un match qui s'annonce quelque peu difficile, d'autant plus que le nombre de blessés ne fait que s'accroître. Il faudra faire très attention aux cartons, mais surtout, c'est pas les cartons qui m'inquiètent le plus, c'est les blessés. Il y a pas mal de blessés, donc, dont l'attaquant que vous avez cité, parce qu'il est sorti sur blessure. Voilà, il y a quelques blessés. Il va falloir bien gérer la récupération. On joue dans 2 jours. C'est plus ça qui m'inquiète que les cartons. Bon, les cartons, je vais voir après le match exactement la situation exacte, mais c'est vrai qu'il y avait de la fatigue des 2 côtés. Donc en 2 jours, là, faut vraiment bien gérer la récupération. Face aux Palancas Negras, les étalons batailleront certainement pour la première place du groupe D à Yamoussoukro mardi prochain. Il faudra rester constant tout au long de la partie et éviter les erreurs comme face à l'Algérie. C'est donc en espérant une victoire face à l'Angola pour passer ce cap là haut les mains que nous allons mettre un point final à ce JDS jeudi dimanche au soir que j'ai pris plaisir à partager avec vous. On se retrouve dimanche prochain en espérant que nous nous portions bien.